Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de l'épisode 11 de la partie 3 de la dernière saison de Bleach qui adapte le dernier arc du manga, la guerre sanglante millénaire. On se retrouve avec un épisode 11 qui se concentre sur la conclusion et la résolution du combat entre Kyoraku et le Stenritter de la Schutzwaffel, l'île Barreau. Ce dernier est aux surprises encore en vie et il va se transformer en une sorte de poulet divin géant qui ressemble un peu à un boss de Dark Souls. C'est un épisode évidemment beaucoup attendu, avec beaucoup d'appréhension. C'était mon cas, et c'est l'épisode pour moi le plus faible de cette partie 3. Je vais expliquer pourquoi, mais je pense que c'est ici qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de modifications par rapport au matériau d'origine qui était le manga. Là où le combat de Mayuri et de Pernida se tenait globalement, ici dans ce combat-là, on est face à un gros comme par hasard qui s'enchaîne assez fréquemment, mais je vais expliquer tout ça. Dans son exercice d'épisode d'animé, franchement l'épisode était très bien, encore une fois, une production aux petits oignons pour sortir une expression vieille comme le monde. Et surtout, il y a certaines planches et certains effets qui ont été magnifiés par l'animé. Je vais tout de suite sauter à la fin de l'épisode, mais le moment où l'île Barreau invoque son trompetté avec la musique qui fait évidemment penser à un boss de Dark Souls, et tu vois toutes les lumières, tout le pouvoir du Stenritter qui est en train d'absorber l'ensemble de la zone pour envoyer une attaque absolument phénoménalement puissante, et tu vois ensuite les dégâts qu'il a fait. Là on était sur un incroyable rapport d'échelle et voilà, une mise en scène qui glorifie vraiment le pouvoir et la force de l'île Barreau. Et tant qu'on est sur ce personnage là, je vais pouvoir évoquer quelques problèmes que j'ai avec lui. La première, c'est que bon, ok, le poulet géant, c'est à la fois un peu bizarre, mais je trouve qu'en animé, ils l'ont rendu un peu plus stylé. Mais déjà, en fait, mon problème, c'est qu'il fait très peur, il est très menaçant, il a ce côté divin, il a ce côté insondable, je comprends pas trop ce que c'est. Mais en fait, on est un peu devant le syndrome de Eizen fusionné avec le Hogyoku, où plus le temps passe, et plus il devient de moins en moins stylé et de moins en moins charismatique. C'est-à-dire que je trouve la première forme de l'île Barreau, celle où il a la tenue et l'allure d'un sniper russe, beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus badass, beaucoup plus charismatique. Et là, on sent le fameux flow si particulier à Tite Kubo, et je trouve que là il a complètement perdu de cette aura là en poulet géant. Et je trouve que autant le poulet géant lui-même, j'aime bien cette forme parce que comme je l'ai évoqué, elle est assez spéciale mais assez intimidante quand même, mais je trouve que ça va pas du tout avec le pouvoir déjà de base de tout transpercer avec voilà, son design, sa direction artistique originale. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. J'aurais aimé quelque chose de plus en rapport avec les fusils, de quelque chose qui transperce. Donc Kyoraku, il peut pareil transpercer les sabres ennemis avec son corps. Enfin, c'était un peu alambiqué, mais il faut comprendre qu'il détruit tout et rien ne peut le détruire, ce qui est assez pété. Et on en vient au principal problème pour moi de ce combat, c'est que pour le vaincre, bah forcément c'est tellement pété qu'il faut quelque chose qui le contre. Il faut un contre nous en fait. Et Kyoraku, malgré son Bankai absolument formidable qu'il nous a dévoilé il y a de ça 2 épisodes, n'a pas su le terrasser, donc l'auteur est obligé de sortir quelque chose de nulle part pour pouvoir le vaincre, parce que sinon le l'île Barreau il tue Kyoraku, il tue Issei, et il va aller prêter main forte aux autres Stenritter et au roi, et il plie le game. À la fin il reste que Ichigo. Donc forcément il faut le descendre ce Stenritter, et la façon de le battre est pour moi complètement ratée. Je veux dire, comme par hasard, Kyoraku a sur lui un sabre divin qui renvoie les attaques, qui fait un force miroir de Yu-Gi-Oh en quelque sorte de l'île Barreau, et comme par hasard t'as sa vice-capitaine Issei qui arrive à lui prêter main forte et à revenir sur le champ de bataille, qui comme par hasard vient d'une lignée de Shinigami qui avait un sabre rituel qui renvoie les attaques divines, qui est lié à la famille de Issei et qui est, on apprend ici dans cet épisode, lié à Kyoraku. Mais voilà, globalement c'est comme par hasard ils tombent sur le bon adversaire, comme par hasard ils ont la bonne arme, comme par hasard Issei est là au bon moment, Issei Nanao si je dis pas de bêtises. Donc ça fait beaucoup de comme par hasard un peu grossier, et surtout c'est que ça sort vraiment de nulle part, on nous l'a pas introduit, là où Nemu, Nanago pour Pernida, mais pour Mayuri pardon, on nous avait installé au début que c'était une âme artificielle créée par Mayuri. Dès le premier combat contre Uryu, on nous apprend que c'est Mayuri qui l'a totalement créé, et de fait il n'est pas déconnant, au vu de sa volonté de créer un être artificiel qui évolue toute seule, d'avoir un organe dans ce Shinigami là qui lui permet de se développer davantage. Donc la façon que Pernida a de mourir est beaucoup plus crédible que l'île Barreau ici. Donc ouais, c'est là où j'aurais voulu peut-être plus de
plus d'améliorations, plus d'ajouts, et c'est là où c'est bien compliqué, c'est parce que où tu les places, parce que, comme je dis, il faut placer ça en amont pour que le payoff dans le combat soit cohérent pour vaincre l'adversaire. Et pareil, on aurait pu par exemple faire en sorte que Lil Barrow et Kyoraku s'affrontent un peu avant, se fassent une petite passe d'armes d'échauffement. Vous savez, dans tous les shonen, on a souvent ce combat-là, un peu le premier combat où on découvre un rival ou un adversaire puissant, et le héros, ils sentent que l'adversaire est beaucoup plus fort, que ça va être une menace, et ils vont se retrouver plus tard au climax d'un arc ou de l'œuvre en elle-même pour un combat définitif. Et à ce moment-là, Kyoraku aurait pu déterminer que la nature de son adversaire était d'origine divine, et donc prendre le sabre avec lui et faire en sorte de garder Nanao auprès de lui. Ça aurait été tout de suite plus convaincant, et ça aurait permis d'installer, comme Mayuri et Nanago, une forme de relation, parce que jusque-là, c'était juste une vice-capitaine, et son capitaine, ils avaient un lien un peu comique entre eux. Elle était extrêmement sérieuse, administrative, un peu coincée du cul quand même, et lui c'était à l'inverse totalement décontracté, mais il semblait complètement irresponsable et à n'en faire qu'à sa tête. C'était plus une relation à gag et à dynamique contraire, et autant leur développement dans cet épisode-là est très très bon, comme celui de Mayuri et Nanago. Donc en ce qui concerne Nanao et Kyoraku, on en apprend beaucoup plus sur Kyoraku et sur sa philosophie, encore une fois, mais c'est plus sur l'héritage qui est porté ici. Donc la filiation et l'héritage que les autres nous donnent, parce que Kyoraku, non seulement il a perdu son ami Okitake récemment, Unohana est morte également, on lui a légué le rôle de général commandant par Kyoraku, par Gan Ryusai, c'est ses boucles de cheveux, enfin ses épingles à cheveux, pardon, ont été légués à la fois par son frère et sa belle-sœur, donc il a un héritage familial extrêmement fort qu'il doit porter, et on sent que ça le pèse, et là on comprend tout de suite mieux son comportement un peu plus désinvolte, un petit peu plus volubile, si je puis dire, parce qu'il a besoin de souffler, en fait c'est un peu, la comparaison un peu grosse, mais Spider-Man il a d'énormes responsabilités, et c'est pour ça qu'il a besoin d'évacuer un peu ce stress, ce lourd fardeau en faisant des blagues constamment en combat, et là Kyoraku c'est un peu pareil, il a cette attitude un peu nonchalante, parce qu'en fait le poids qu'il porte sur ses épaules, il s'est encore plus montré en évidence ici, et est absolument énorme, entre ceux de sa famille, ceux de ses collègues, de ses supérieurs, de ceux qui étaient là avant lui, et là il doit porter le fait il doit porter un héritage familial qui n'est pas le sien à l'origine, celui du clan Issei, et c'est pour ça qu'il demande à Nanao, est-ce que tu peux le porter s'il te plaît, parce que moi j'en peux plus, et moi à l'inverse, je vais te soutenir toi, et non pas les idées et les aspirations de mon entourage, qui épaissit davantage le personnage de Kyoraku et le rend encore plus attachant, et surtout moi je l'adore ce capitaine, donc je trouve ça super bien. Tout cela étant que je trouve que le combat malheureusement ne s'est pas bien terminé d'un point de vue scénaristique. Il n'empêche qu'il était évident qu'ils allaient finir par le vaincre. Lil Barrow a donc démontré là toute sa magnificence et toute sa dangerosité qui finalement n'aura servi pas à grand chose. Dites-vous qu'il serait tombé sur n'importe qui d'autre, il aurait perdu, c'est surtout ça le problème. Et surtout c'est que à part son délire un peu mégalomaniaque divin, il ne raconte pas grand chose ce personnage là, on est plus sur du personnage flow comme on a tendance à le décrire dans les critiques qu'on peut faire à Bleach. Quoi qu'il en soit, c'est donc un épisode qui se termine sur la victoire de Kyoraku et de Nanao. Encore une fois, niveau production value, c'est un épisode qui remplit toutes les cases. Franchement, la nouvelle OST, un peu typée Dark Souls, je l'ai adoré. Les attaques de Lil Barrow sont absolument démentielles et ultra impressionnantes. Ils ont vraiment réussi à rendre ce sentiment de puissance qui se dégage de ce narrateur. Donc et puis pareil, que ça soit visuel, seiyuu, on en apprend plus aussi sur pourquoi il a un double sabre. Enfin, il a deux sabres en tout cas, pour ce capitaine-là. Donc sur tout ça, j'ai rien à dire, c'était vachement cool. En fait, voilà, les choses principales que j'attendais, c'était sur une meilleure façon de résoudre ce combat-là. Ça n'a pas été fait, on a été vraiment sur du copier-coller du manga, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais là où ça fait 8 ans, où on répète sans cesse que le dernier arc est assez roché, que les combats sont pour la plupart partis en couille, et qu'on manque énormément d'informations et de réponses sur des éléments qui semblaient centraux pourtant à l'histoire de Bleach, le fait que là on n'ait eu aucune modification intéressante, ça fait un peu peur. Voilà, c'est la première fois dans cette partie 3 que j'ai ce petit doute, cette petite appréhension de ah, ça se trouve les combats vont pas, il y a certaines choses qui devraient être corrigées, qui ne vont peut-être pas l'être, donc ça fait un peu peur, j'ai un petit doute. Ça c'est pour le point de vue scénaristique. Pour le point de vue technique, là par contre j'ai totale confiance, je sens qu'on va avoir du lourd, et en parlant de lourd, on va aborder donc la suite
de cette partie 3 avec l'épisode Friends, qui, comme vous l'avez vu au poème et durant le générique et les différents teasers qu'on a eu, va se concentrer sur la confrontation entre Bazby et Yugram Ashvalt, et va nous apprendre plus sur l'origine de ces deux personnages-là, et par extension sur les Quincy en règle générale. Et c'est là où j'attends beaucoup de choses sur les ajouts qu'on peut avoir et qui peuvent vraiment être déterminants pour la suite de l'œuvre. Et on a aussi également appris que l'épisode d'après, donc qui était censé être le dernier, va en fait être un épisode d'1 heure, qui est en fait 2 épisodes, un double épisode. On n'aura donc pas 13 épisodes, mais 14. Ce qui n'est pas plus mal, étant donné que la fin de l'épisode, la fin de la partie 2 était en fait un 2/3 d'épisode, et que le premier épisode de cette partie 3 était en fait un demi-épisode, comme je l'avais évoqué dans ma première review. Donc là, en fait, il se rattrape en nous livrant un épisode complet. Donc au fin de compte, on aura bien nos 13 épisodes pour la partie 2, pour la partie 3, et ça c'est tout à leur honneur, et on sent que le travail va être complet. Ça c'est chouette. Donc on va avoir un épisode sur Friends, donc sur ses deux amis Quincy. On va voir donc ce qui nous réserve pour les 2 derniers épisodes. Là, toutes les spéculations sont bonnes à prendre, puisque là on est vraiment dans le flou complet. Il nous restera donc 13 épisodes de cours 4 pour combler, pour couvrir 2 mangas et demi. Ça va être les 2 derniers sterns qu'on n'aura pas encore affrontés. Et sur, évidemment, vous vous en doutez, le combat final contre Yuaba. Et je doute que ça se finisse en 4 épisodes. Voilà, on va pas laisser 9-10 épisodes dans le vide sans rien. Même si là, je prédis qu'on va voir peut-être un épilogue un peu plus long que ce qu'on a eu dans le manga. Je spoil rien, tous les mangas, toutes les œuvres peuvent avoir un épilogue. Et de toute façon, la fin du manga est sortie il y a 8 ans. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'espace pour ajouter beaucoup plus de réponses et d'explications qu'on a eu dans le manga. J'en ai évidemment extrêmement hâte. Moi de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review sur cette partie 3 de Bleach. Portez-vous bien, salut tout le monde.